Salut à tous les passionnés de cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un monument absolu. L'irremplaçable Louis de Funès. Ses mimiques incroyables, ses cris stridents, ses colères mythiques. On les connaît par cœur. Mais saviez-vous d'où viennent réellement ces fameuses grimaces ? L'histoire est tout simplement géniale. Imaginez la scène. On est dans les années 40, bien avant la gloire du gendarme de Saint-Tropez. Louis de Funès n'est pas acteur. Il est pianiste de bar, et pas dans n'importe quel bar. Il joue dans des cabarets miteux du quartier rouge de Pigalle, à Paris. Il joue pendant des heures, de 20 heures jusqu'au bout de la nuit, dans une fumée épaisse, entourée de gangsters, de marins ivres et de filles de joie. Bref, il s'ennuie à mourir. Alors, pour ne pas s'endormir sur son clavier, que fait-il ? Il commence à observer les clients. Il scrute les voyous qui s'embrouillent, les bourgeois qui font les fiers, les ivrognes qui titubent. Et tout en jouant du jazz, il se met à imiter leur visage. Il gonfle les joues, roule des yeux, mime la colère, la lâcheté. Les clients ne remarquent rien, mais un jour, un comédien de passage le voit faire. Il est plié en deux de rire et lui dit « Mon gars, tu as un don, tu dois faire du théâtre. » Et voilà, le plus grand angoissé du cinéma français a littéralement construit son personnage légendaire sur l'ennui et l'observation des pires voyous de Paris. Comme quoi l'ennui, ça a du bon. Si je vous dis Jean-Paul Belmondo, vous pensez tout de suite aux cascades chansons spectaculaires, aux hélicoptères et aux bagarres au-dessus du vide. Mais sur les tournages, Bébel était connu pour une autre passion beaucoup plus destructrice. C'était le roi absolu des canulars. Dans les années 60 et 70, avec sa fameuse bande d'amis du conservatoire, dont Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel, ils avaient une tradition non officielle, tester la résistance des hôtels de luxe. Et croyez-moi qu'ils ne faisaient pas les choses à moitié. L'une de leurs blagues favorites, la fameuse chambre retournée. Imaginez, Belmondo s'ennuie entre deux prises. Il demande les clés de la chambre d'un de ses collègues acteurs. Avec ses complices, il entre dans la pièce et il déplace absolument tout. Mais attention, avec une précision chirurgicale, il clouait les meubles au plafond, vidait les matelas pour les remplir de journaux, ou encore, il démontait le lit pour le remonter dans la salle de bain. Un jour, sur un tournage en Italie, Belmondo a même fait monter un petit cheval dans la chambre du réalisateur. Le pauvre homme a ouvert sa porte le soir, épuisé, pour tomber nez à nez avec un poney en train de manger ses scénarios. Belmondo adorait dire « Un film où on ne rigole pas est un film raté ». Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les directeurs d'hôtel, eux, ne rigolaient pas du tout en voyant la facture. En 1970, c'est l'événement du siècle en France. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, les deux sex-symboles absolus, les deux monstres sacrés du box-office, sont réunis dans le film Borsalino. Les fans sont en transe, mais en coulisses, c'est une véritable guerre d'ego qui se prépare. Tout avait été calculé au millimètre près. Dans leur contrat, il était stipulé noir sur blanc qu'aucun des deux ne devait être avantagé. Leur nom devait être écrit exactement de la même taille, sur la même ligne. S'il y avait un gros plan sur Delon, il fallait un gros plan de la même durée sur Belmondo. Une vraie comptabilité d'apothicaire. Mais voilà. Alain Delon n'est pas seulement acteur sur ce film, il est aussi producteur. Lors de la sortie des affiches promotionnelles dans tout Paris, Belmondo découvre Foudrage une petite subtilité. L'affiche indique
Adèle Productions présente, suivi des noms d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Résultat, le nom de Delon apparaît 2 fois sur l'affiche, contre une seule fois pour Belmondo. Pour Bébel, c'est la trahison de trop. C'est un véritable coup de sang. Que fait-il ? Il ne l'appelle pas pour s'expliquer, non, il l'attaque directement en justice. Et oui, les 2 amis se retrouvent au tribunal pour une histoire de typographie sur un bout de papier. Belmondo finira par gagner son procès. Et le pire dans tout ça, à cause de cette dispute enfantine, les 2 acteurs refuseront de se parler pendant des années. Ah, la magie du cinéma. Le grand, l'immense Jean Gabin. Avec sa voix rocailleuse et son regard perçant, il imposait le respect. Sur un plateau de tournage, il était le patron. Et le patron avait des règles très très strictes. La plus importante d'entre elles, on ne plaisante jamais avec la nourriture. Gabin détestait les plateaux repas froids ou la nourriture industrielle. Il exigeait que ces repas soient préparés comme à la maison, avec des produits du terroir. Son plat préféré absolu, le bon vieux pot-au-feu traditionnel. Un jour, sur une grosse production, c'est l'heure de la pause déjeuner. Le cuisinier du plateau, très fier de lui, apporte un magnifique pot-au-feu à la star. Gabin s'assoit, prend sa cuillère, regarde le bouillon, goûte un morceau de viande, et là son visage se ferme. Le silence tombe sur le plateau, les techniciens retiennent leur souffle. Gabin se lève, foudroie le réalisateur du regard et lâche avec sa voix légendaire « C'est quoi cette saloperie ? La viande n'a pas bouilli il y a assez longtemps. Je ne tourne plus. » Et il ne blaguait pas. Il a littéralement quitté le plateau et s'est enfermé dans sa loge. La production, qui perdait des dizaines de milliers de francs à chaque heure de retard, a paniqué. Ils ont dû envoyer un assistant en urgence dans le meilleur restaurant de Paris pour acheter un pot-au-feu digne de ce nom. Gabin n'est ressorti de sa loge que 2 heures plus tard, le ventre plein et le sourire aux lèvres. Ce jour-là, l'équipe a compris une leçon vitale. On peut rater une scène, mais on ne rate jamais le déjeuner de Monsieur Gabin. Lino Ventura, c'était la carrure, les épaules larges, les coups de poing qui partent tout seuls dans les films de gangsters. Avant d'être acteur, n'oublions pas que Lino était un véritable champion de catch. Il cassait des nez pour gagner sa vie. Mais ce gros dur cachait un secret absolument hilarant. Il était d'une timidité maladive avec les femmes. En fait, Lino Ventura avait une clause non écrite, mais inviolable dans tous ses contrats. Il ne fait pas de bisous, jamais. Niet. Pas de scène d'amour, pas de lit, pas de baiser langoureux. Un jour, un réalisateur a tenté de ruser. Il a modifié le script à la dernière minute pour inclure une petite scène romantique où Lino devait embrasser sa partenaire, une actrice magnifique. Quand Lino a découvert le pot rose jaune sur le plateau, il est devenu rouge tomate. L'ancien catcheur capable de soulever un homme à bout de bras s'est mis à bafouiller comme un adolescent. Il a pris le réalisateur à part et lui a dit « Écoute-moi bien, je suis un homme marié. Si ma femme voit ça à l'écran, elle me tue. Tu enlèves-tu ça tout de suite ou je rentre chez moi ?» L'actrice en face de lui était presque vexée. Elle a cru qu'elle ne lui plaisait pas. Mais c'était tout le contraire, Lino était terrifié. Finalement, la scène a été modifiée. Au lieu d'un baiser passionné, Lino lui a fait une petite tape amicale sur l'épaule, comme s'il saluait un vieux pote de bistrot. C'est ça, la magie Ventura, un lion face aux bandits, mais un petit chaton face à l'amour.